Où va l'Europe en ce début d'année 2013 alors que le couple franco-allemand fête son 50e anniversaire et que le Royaume-Uni risque de quitter l'Union? Ce sera le thème de ce nouveau numéro de 7 jours en Europe. Avec moi aujourd'hui pour commenter l'actualité, Jo Leinen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputé, membre du groupe des sociaux-démocrates et vous êtes eurodéputé allemand. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais c'est la règle du jeu de cette émission. On commence tout de suite par 1 minute de questions-réponses. Vous répondez par oui ou par non, si possible. C'est parti. Alors David Cameron a confirmé ce mercredi qu'un référendum sur l'appartenance de l'Union aurait bien lieu s'il est réélu en 2015. Est-ce qu'il faut respecter ce choix? Non. Pour rester dans l'Union, Cameron exige une union centrée sur le marché intérieur. Est-ce que c'est possible juridiquement? Non. Et est-ce que c'est souhaitable? Non plus. Le 50e anniversaire du traité de l'Élysée s'est déroulé à Berlin cette année. Est-ce que c'est un signe que tout se passe désormais en Allemagne? Non, ça se passe à Paris et à Berlin. Petite hésitation. Angela Merkel et François Hollande sont-ils obligés de s'entendre? Absolument. Alors c'est un Néerlandais, Jeroen Dijsselbloem, qui va remplacer Jean-Claude Juncker à la tête de l'Eurogroupe. Est-ce que c'est une bonne décision? Toujours de nouvelles surprises en Europe. Allez, on saura dans 15 jours si l'Europe aura ou non un budget pour 2014-2020. Hélas, le gong sonne, mais je vous pose quand même la question. Est-ce que dans 15 jours, on saura si on aura un budget pour l'Europe pour la période 2014-2020? Est-ce que le Parlement européen peut réellement s'opposer au choix des États membres? On a un choix d'avoir des budgets annuels. Si le budget des 5 années est trop mauvais, je crois qu'il faut refuser. Il faut faire un putsch, comme Helmut Schmidt a dit. On n'a pas besoin de cette multi-annuelle période. On peut faire des budgets année par année. D'accord, la bataille ne fait que commencer, si j'entends bien votre message. Allez, on regarde tout de suite le petit résumé de l'actualité de la semaine. C'est parti. Améliorer la mobilité des travailleurs en Europe, c'est l'objectif que poursuivaient mercredi les membres de la Commission du marché intérieur. En ligne de mire, la réforme de la directive sur les qualifications professionnelles serait notamment créée une carte professionnelle européenne. Cette carte devrait faciliter la vie des nombreux travailleurs désireux d'exercer leur savoir-faire dans un autre pays de l'Union. Selon un sondage Eurobaromètre, plus de la moitié des jeunes Européens interrogés seraient prêts à travailler dans un autre État membre. L'avenir de l'agriculture européenne à l'ordre du jour. Mercredi et jeudi, les députés de la Commission Agriculture devraient enfin se prononcer sur la réforme de la politique agricole commune de l'Union. Financement général, paiement direct aux agriculteurs ou encore amélioration de l'environnement. Le débat est crucial. Reste maintenant à convaincre les États membres et à boucler le budget de la PAC d'ici 2020. Réponse le 8 février prochain. C'était l'événement politique de la semaine. Un demi-siècle après le général de Gaulle et le chancelier Konrad Adenauer, Angela Merkel et François Hollande ont célébré lundi et mardi à Berlin le traité de l'Élysée. Signé en 1963 pour sceller la paix entre Paris et Berlin, le traité mettait en place une étroite collaboration entre les deux États dans de nombreux domaines. 50 ans plus tard et malgré de sérieux différends, le couple franco-allemand reste l'un des moteurs de la construction européenne. Alors Jo Leinen, l'autre événement politique majeur de la semaine, c'était naturellement le discours du Premier ministre britannique sur l'Europe, un discours fort, attendu. L'Europe aujourd'hui, sans le Royaume-Uni, est-ce que le scénario ne devient pas crédible? Bon, l'Europe a commencé sans le Royaume-Uni. Bien sûr, c'est souhaitable que la Grande-Bretagne reste dedans, mais pas à chaque condition que eux posent aux partenaires. C'est pas possible qu'il y a un pays qui a tous les avantages et les autres ont d'autres obligations. Alors, je crois que c'est un chemin assez dur que David Cameron va aller. Alors, pour résumer, David Cameron a dit « Les Anglais ont tout intérêt à rester dans une Europe, mais dans une Europe réformée, concentrée sur le marché unique ». Comment vous analysez ce discours ?
Bon, c'est plutôt un discours qui vient de la contradiction au sein du Parti conservateur en Grande-Bretagne. C'est pas un discours qui vient d'une position forte. Alors c'est plutôt d'une position de faiblesse parce qu'il est coincé entre les uns et les autres. Le UKIP qui veut que la Grande-Bretagne sorte de l'Union européenne, les backbenchers, les députés à Westminster qui ont repris cette demande, une opinion publique qui n'est pas bien informée sur l'Europe et pas sur les intérêts que la Grande-Bretagne a dans cette Europe. Alors je crois que la seule chose positive, enfin commence en Grande-Bretagne un débat sérieux, très chaud, mais aussi sérieux sur les avantages, les désavantages de l'Union européenne. Est-ce que ça va pas mettre la pression sur l'Europe, qui est déjà secouée par une crise économique sans précédent? Cette pression, c'est nécessaire en ce moment? Bon, il ne faut pas que la France, l'Allemagne et les autres se laissent bloquer par la Grande-Bretagne. Bon, on a des principes dans l'Union européenne. Quelquefois, on a l'unanimité, où il faut aussi le oui de la Grande-Bretagne. Mais à ce moment, il faut être innovatif. On l'a fait avec le pacte fiscal. On le fait, si nécessaire, au dehors du système communautaire, en espérant que dans quelques années, on peut reprendre ça dans le système de l'Union européenne, comme on a fait à l'époque avec le traité de Schengen. C'était au dehors et plus tard, c'est revenu dedans. La vérité, et David Cameron a sans doute raison de dire que l'Europe, en tout cas la zone euro, va vers davantage d'intégration. Les Britanniques apparemment ne veulent pas s'impliquer davantage. Donc on va de toute façon vers un nouvel agenda européen, vers davantage de réformes, vers davantage de transferts de souveraineté. Donc de toute façon c'est sur la table. Voilà. La question est, est-ce qu'on a une Europe de deux vitesses? C'est-à-dire, en principe, tout le monde veut faire la même chose, mais pas en même temps. Ou est-ce qu'on a deux Europes? Un marché intérieur où un jour la Norvège, la Suisse et d'autres participent, et une Europe politique, disons, où pas tout le monde veut participer. Et probablement le dernier, c'est le grand débat et peut-être le choix à faire. Alors l'autre événement politique de la semaine, c'était naturellement les célébrations du 50e anniversaire du traité de l'Élysée. Un grand moment, des festivités, plus de 1000 représentants, plus de parlementaires français, allemands qui se rejoignent à Berlin. C'était très symbolique. On apprend que François Hollande et Angela Merkel se tutoient désormais. Est-ce que le couple franco-allemand, c'est pas un mariage forcé après tout? Bon, c'est vraiment un choix politique, c'est une volonté politique après des centaines de confrontations d'avoir maintenant une période éternelle de coopération et on voit que c'est à l'avantage de tous les deux et de d'autres aussi. Il n'y a pas une alternative du couple franco-allemand. On voit le speech de David Cameron, on voit la faiblesse de l'Italie et de l'Espagne. Bon, je crois que n'importe qui est président de la France ou chancelier de l'Allemagne, ils doivent s'entendre. Ça prend un peu de temps, personnellement, émotionnellement, mais à la fin, la raison politique force les deux chefs d'État de s'accorder. Alors, ils ont fait une annonce, les deux représentants français et allemands, ils ont fait une annonce importante. Au mois de mai, ils vont présenter un papier pour aller plus loin, donc dans l'intégration de l'Union économique et monétaire. Vous attendez quoi, concrètement, pour résumer? Bon, d'abord, j'étais très satisfait qu'on a enfin un projet et pas seulement des célébrations du passé. Il faut voir l'avenir et l'avenir, c'est de renforcer la zone euro et à la fin, c'est une union politique qu'il faut viser. Voilà, c'est votre projet fédéraliste qui se concrétiserait, peut-être?
Bon, on a déjà des mosaïques sur la table. Le rapport Van Rompuy-Barroso qui dit ce qu'il faut faire pour une union économique et financière réelle. Mais derrière, lorsqu'on vraiment fait des choix européens pour les budgets, pour les marchés du travail, pour la taxation, bon, on peut le nommer aussi une union politique parce que ce n'est plus un marché commun, c'est une union politique. Est-ce que vous ne croyez pas que ça devrait être un thème de campagne pour les prochaines élections européennes en 2014? Je crois que pour les élections européennes, ça c'est le choix les uns et les autres de débattre ce projet et de se prononcer en faveur ou contre. Et on va voir qui l'emportera. Qui l'emportera, mais je crois que les citoyens ont compris qu'il faut avancer. On ne peut pas faire la stagnation ou la régression. Ça n'aide pas à leur qualité de vie. Jo Leinen, merci d'avoir accepté mon invitation. Et à bientôt sur le plateau d'Europe1 TV. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Gros plan à présent sur un tout autre sujet. Cela fait quasiment 2 ans déjà qu'a eu lieu la catastrophe de Fukushima. Par précaution, toutes les centrales européennes ont été depuis passées au crible. Et cette semaine, justement, les députés européens devaient adopter une résolution sur la sûreté des installations nucléaires en Europe et dans son proche voisinage. Pour en discuter, Corinne Lepage m'a rejoint sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes eurodéputée française, vous êtes ancienne ministre de l'Environnement, vous connaissez parfaitement toutes ces questions. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vous ai invité. Je vous en remercie. Mais c'est la règle du jeu de cette émission. On commence tout de suite par notre petite séquence. Oui ou non, 1 minute de questions-réponses. C'est parti. Alors David Cameron annonce un référendum sur l'appartenance à l'Union s'il est réélu en 2015. Un cauchemar pour l'Europe ? C'est pas une bonne nouvelle. Cameron exige une réforme de l'Union. Les conditions posées par David Cameron, vous les entendez ? Qui commence déjà par revoir le tribut de l'Angleterre à l'Europe, et puis ensuite on pourra discuter du reste. Certains députés européens parlent de chantage. D'accord avec ça ? Oui. La Commission européenne a décidé de geler le processus d'autorisation de mise en culture des OGM dans l'Union jusqu'à la fin de son mandat en 2014. Vous applaudissez ? Bonne nouvelle, mais il faut aller plus loin. Alors justement, le moratoire, c'est la bonne solution pour rechercher une solution avec les États membres ? Moi, j'aurais aimé qu'on parte de ce que le Parlement européen a voté une immense majorité, mais c'est déjà ça. Plutôt oui. Ce moratoire, c'est suffisant ? Non, il faut aller plus loin parce qu'il faut réévaluer les dossiers des OGM que nous mangeons, que nous consommons, pas seulement ceux que nous cultivons. Merci Corinne Lepage d'avoir joué le jeu. Et tout de suite, je vous propose de passer à notre petit reportage. Nous sommes allés à Tchernobyl voir la construction de ce fameux sarcophage. Il était temps. On regarde. Ha transcurrido un cuarto de siglo, pero en Chernóbil la amenaza nuclear persiste. Ingenieros y científicos trabajan en la construcción de un nuevo sarcófago destinado a evitar la propagación de sustancias radioactivas. Y esto en un país, Ucrania, que todavía sufre las consecuencias de uno de los peores accidentes nucleares de la historia. La comunidad internacional trabaja contrarreloj para construir un nuevo escudo protector. El coste de este megaproyecto, del que la Unión Europea es el principal donante, se estima en casi 1.000 millones de euros. Se trata de una obra sumamente compleja, ya que se desarrolla en zona contaminada y exige rigurosas medidas de seguridad. El objetivo de la nueva cubierta es evitar que el combustible y el polvo radioactivo que se encuentran en el interior del sarcófago puedan liberarse a la atmósfera o filtrarse hasta las aguas subterráneas, lo que a la larga podría significar la contaminación de los ríos. The entire fuel inventory of Chernobyl is still within the old sarcophagus. This structure will insulate the sarcophagus from the environment and provide all the necessary tools to carry out the waste management operations and disassembly of sarcophagus over the years to come. Como consecuencia del accidente de Chernóbil se perdió un territorio grande como Luxemburgo. Nikolai trabajaba en la central y fue uno de los liquidadores que participó en las tareas para detener el desastre. Nos muestra el dossier en el que se recogen las 30 patologías médicas que sufre como consecuencia de la radiación. Hoy es un militante antinuclear.
Ukraine has paid a big price for the Chernobyl accident. It amounts to around $200 billion in financial losses over the first 2 years. More than 500,000 people who died from disease, children who are still ill today, and areas where it's not possible to grow any healthy crops to eat. Contrariamente a lo que cabría imaginar, Ucrania carece de un movimiento antinuclear fuerte. En un contexto económico difícil, la lucha por el día a día se impone. Alors, Corinne Lepage, vous êtes allée Oui. à Tchernobyl, vous avez vu, c'était à l'occasion de ce triste anniversaire, le 25e anniversaire de cette catastrophe civile. Voilà, 2 ans plus tard, on commence péniblement, le sarcophage, c'est pas pour tout de suite. Un mot sur cette catastrophe. Beaucoup de choses, c'est très... On pourrait dire énormément de choses. D'abord, localement, oui, je suis allée juste à côté du premier sarcophage, qui est dans un état absolument épouvantable. Il faut savoir que le deuxième va coûter affreusement cher. L'Europe va participer. L'Europe va participer. Affreusement cher parce qu'on est obligé de le construire sur pilotis, parce que c'est une zone de sismique, une zone de tremblement de terre, qu'on n'est pas sûr que ça va résoudre tous les problèmes, parce que les déchets sont répartis partout dans la centrale et on ne sait absolument pas où, et que d'autre part, c'est une centrale dont il faut savoir qu'on l'arrose tout le temps pour éviter que les particules fines de déchets radioactifs volent sans arrêt. Bon. Donc, sur place, beaucoup critiquent ce deuxième ouvrage en disant qu'en fait, il ne va pas résoudre le problème et coûter affreusement cher. Alors, j'entendais d'autre part dans votre reportage qu'il était question de la santé. Moi, je dirais que c'est ce qui m'a le plus bouleversée. Je suis allée à 60 km de Tchernobyl, donc c'est une zone interdite. Pripyat est une grande ville qui était à côté de Tchernobyl, où il est interdit de vivre, et la nature a repris ses droits, et c'est très impressionnant de voir ce qu'est le monde après nous, après les humains. 60 km, on a le droit de vivre. Donc, il y a sur ce territoire un hôpital, c'est un district dans lequel il y a environ 5000 enfants qui vivent. Eh bien, il y en a 95% des enfants d'aujourd'hui, c'est-à-dire qui avaient 18 ans en 2011, donc nés à partir de 1993, 7 ans après la catastrophe. 95% des gosses sont considérés comme des victimes de Tchernobyl, et certains ont des polypathologies, c'est-à-dire les yeux, le cœur, l'estomac, etc. Un coût humain épouvantable dont on ne sort pas, parce que 50% de chômage. La nourriture n'est en principe pas consommable, mais la consomme quand même, notamment dans la forêt, les baies, les champignons, etc., parce qu'il n'y a pas grand-chose à manger. Et voilà, donc on n'en sort pas, et pourtant ça coûte affreusement cher à la Biélorussie et à l'Ukraine. Alors justement, on va reparler de la sûreté nucléaire des installations en Europe. On le sait, suite à Fukushima, les centrales nucléaires européennes ont été stressées. On a passé des tests de résistance. La bonne nouvelle, c'est qu'au terme de ces tests de résistance, aucune centrale n'a été fermée. Mais par contre, ce qui est cocasse, c'est que pour quasiment toutes ces centrales, on demande des travaux de sécurisation pour l'avenir, et que ça va coûter horriblement cher. Alors, vous dites la bonne nouvelle. Moi, je suis quand même un peu épatée. Voyez-vous, il y a des centrales belges qui ont fermé à cause de fissures, mais ce n'est pas dans le cadre des stress tests qu'on en a parlé. On l'a découvert après. Bon, c'est quand même pas un très bon signe. Je rappelle quand même que le premier stress test bancaire avait dit que tout était épatant. Dans les 6 mois qui ont suivi, il y a 2 banques qui ont déposé le bilan. Donc, c'est des stress tests qui ne sont pas complets. Et d'autre part, qui ont été faits sur le mode qui n'était pas du tout celui que voulait le commissaire, qui était un mode de contrôle indépendant. C'est un contrôle qui a été fait d'abord par l'exploitant, puis par l'autorité de sûreté de l'exploitant, puis par la communauté des autorités de sûreté. Là, on touche à la souveraineté nationale. J'entends bien, on est dans le domaine du nucléaire, mais simplement c'était pour répondre quand vous dites c'est une bonne nouvelle. Moi je dis, j'aurais préféré que ces stress tests soient faits par des autorités indépendantes, et c'est ce qu'avait voulu au départ le commissaire Oettinger. Bon, deuxièmement, ça va coûter effectivement très cher. Et la question que tous les Européens... 10 à 25 milliards d'euros, oui, au mieux. Au mieux. Au moins. Au moins. La question qui est sous-jacente dans tout cela, et qui se pose quand on va à Fukushima,
où on se pose la question de savoir pourquoi les gens continuent à vivre dans des zones dans lesquelles ils ne devraient pas vivre, où on a multiplié par 10 ou 20 les doses autorisées. Simplement, on n'a pas l'argent qu'il faut pour les faire partir. Donc, en fait, le fond de l'affaire, sur ces sujets-là, c'est l'assurance. Les centrales nucléaires n'ont aucune assurance. Comme il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas d'argent. Et donc, quand il y a un accident, eh bien, les États sont dans l'incapacité de résoudre complètement Alors les problèmes. concrètement, qu'est-ce que vous proposeriez? Ah ben moi je pense qu'il faudrait inclure dans le prix du nucléaire, comme on le fait pour le pétrole, comme on le fait pour les énergies renouvelables, le coût d'une assurance. Alors vous allez me dire c'est hors de prix. Ben oui, mais le problème c'est qu'un accident, il est hors de prix aussi. Et donc je ne crois pas que l'équation économico-financière du nucléaire soit aujourd'hui posée correctement, honnêtement et dans l'intérêt des Européens. Et vous le disiez vous-même, les travaux vont coûter extrêmement cher. Est-ce que c'est vraiment intéressant de continuer dans la voie du nucléaire pour ceux qui le veulent en faisant ces investissements colossaux, plutôt que de mettre tout cet argent sur des énergies renouvelables de manière à sortir du nucléaire comme le fait l'Allemagne? C'est tout le débat européen actuel. On le suivra naturellement ces prochains mois et ces prochaines années. Corinne Lepage, hélas, le temps nous est imparti. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 7 jours en Europe. Salut!